Namasté les amis, c'est Lucas pour un nouveau podcast. Si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est parti. Laisse-moi te poser une petite question. Est-ce que tu connais Kuala Lumpur en Malaisie? Alors aujourd'hui, petit podcast un peu particulier. C'est vrai que le thème de prédilection de la chaîne, c'est le passage à l'action et le développement personnel. Mais c'est aussi, il faut pas l'oublier, le voyage, même si c'est pas l'essentiel du contenu. Parce que le voyage, d'une part, c'est une de mes passions. C'est ce que je suis en train de vivre actuellement. Et surtout, je trouve qu'il y a un lien énorme entre voyage et développement personnel et confiance en soi. Et je sais aussi, par expérience personnelle, que les gens qui sont intéressés au développement personnel s'intéressent aussi, dans 90% des cas, au voyage et inversement. Donc, on va parler aujourd'hui de Kuala Lumpur. Alors, Kuala Lumpur, pour moi, c'est une histoire un peu particulière. Ce qui s'est passé, c'est que j'y ai posé les pieds en novembre 2018. J'avais prévu d'y rester, 2-3 jours. Je me dis, je vais pas rester dans une grande ville comme ça. À chier, je bouge. Et puis finalement, je suis resté 3 mois. Et ouais, 3 mois. Pourtant, Kuala Lumpur, alors c'est vraiment loin d'être la destination touristique par excellence. Honnêtement, si tu n'as que 15 jours à passer en Asie, moi je te déconseille d'aller à Kuala Lumpur, va plutôt ailleurs. Alors certes, il y a quelques attractions à visiter, tu sais, comme il y a l'aquarium qui est super, les Badu Caves, ouais, bof. Les Petronas Tower, c'est impressionnant, mais après, bon, au bout de 5 minutes, tu bouges, quoi. Ou le Forest Eco Park, et puis 2-3 autres parcs dont je ne suis pas allé, donc je ne vais pas t'en parler, bref. Mais dans l'ensemble, bon, il n'y a rien qui justifie vraiment d'y passer ses vacances. Il n'y a rien de foufou à Kuala Lumpur. Alors, tu me diras, qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi il est resté 3 mois? Alors, pourquoi je suis resté 3 mois? Eh bien, tout simplement parce que cette ville dont je vais un peu te parler, c'est un peu le but de ce podcast, j'ai envie de te partager mes impressions, c'est que cette ville, en fait, elle n'est pas la plus intéressante pour un touriste. Par contre, je trouve qu'elle est passionnante pour celui qui veut se poser plus longtemps, voire celui qui veut y séjourner plusieurs mois ou quelques années. C'est là son point positif. Alors, il faut savoir que la Malaisie, qui est finalement, alors aujourd'hui, devient de plus en plus populaire chez nous en Europe, mais finalement est encore assez méconnue sur certains critères dont je vais te parler. Bon, alors la Malaisie, par exemple, ça tu le sais peut-être que c'est un État islamique. Alors c'est pas juste musulman, c'est islamique. C'est-à-dire que la charia est appliquée dans le pays. En tout cas, elle est imposée aux musulmans. Alors parfois avec virulence, selon ce que j'ai entendu, mais après c'est pas non plus l'Arabie Saoudite. Voilà, pas du tout même. Et par contre, ce qui est surprenant, c'est que la tolérance, justement, est très large pour les non-musulmans. Alors la raison principale, je l'ai lu nulle part, c'est juste mon analyse personnelle de ce que j'ai vécu et des rencontres, c'est que pour moi, l'État malaisien, islamique ou pas, il n'a pas le choix. Il peut pas imposer la charia à tout le monde, surtout aux non-musulmans. Parce que s'il fait ça, ça va faire très mal au niveau de la croissance économique. Pourquoi? Parce que en Malaisie, il faut savoir que 25% de la population est chinoise. Et c'est un chiffre qui monte à 43% rien qu'à Kuala Lumpur. Donc tu imagines un peu, c'est Chinatown, la ville. Alors ces Chinois, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont pas des immigrés de la dernière heure, ou des 10 dernières années. Non, en fait, l'écrasante majorité d'entre eux, ils sont malaisiens depuis des générations, voire parfois des siècles. D'ailleurs, j'en ai rencontré beaucoup, notamment une chinoise, une malaisienne, justement, c'est ça le débat. Ils s'appellent entre eux les Malaysian Chinese, Ouais, j'allais parler en anglais. Ouais, non, je fais mon Jean-Claude Van Damme, mais c'est vrai que quand on est longtemps à l'étranger, on a des petits réflexes en anglais, c'est naturel. Donc voilà, donc ces Chinois malaisiens, alors faut surtout pas leur dire que quand ils t'apprennent leur nationalité, qu'ils ont des têtes qu'ils ont pas des têtes de Malaisiens, justement, ils le prennent très mal. Moi je te le dis, en fait c'est un peu comme et ça j'avais pas trop compris au début, c'est un peu comme en France où il y a des Noirs et des Maghrébins qui sont là depuis des générations, certains depuis un siècle, 2 siècles. Donc c'est comme si tu dis par exemple un Maghrébin français qui est là depuis 3 générations, tu lui dis non mais tu n'as pas une tête de français, toi, arrête de me dire des conneries. Bon, il va mal le prendre, à part certains qui se revendiquent algériens ou tunisiens, ça c'est encore notre débat, mais la plupart vont te dire non, je suis français et vont se vexer. C'est pareil avec les Chinois malaisiens. Et ça, je l'ai appris à mes dépens. Je m'excuse pour ceux que j'ai offensés, mais pour moi, c'est vrai que je m'attendais pas à voir des Chinois en Malaisie. Bref. Donc voilà, en fait, ils sont nombreux en Malaisie, mais ça les a pas empêchés de conserver leur tradition, leur religion, leur langue et leur gastronomie. Alors la communauté chinoise, évidemment, on sait qu'ils ont la réputation de bosser comme des malades. C'est pas une légende, c'est quand même la communauté la plus active économiquement en Malaisie. Elle contribue à une part très très importante du PIB. Et comme ils sont bouddhistes ou chrétiens,
eh ben, évidemment, tu peux pas leur imposer les lois de l'islam ou des restrictions liées à l'islam. Parce que si tu t'amuses à faire ça, tu sais très bien ce qui va se passer. Cela va ouvrir la porte au chaos, en fait. Ça risque d'entraîner des émeutes religieuses et raciales. Et si je parle de ça, c'est parce qu'il y en a déjà eu dans le passé en Malaisie. Et surtout, ça risque d'entraîner la fuite des capitaux chinois à l'étranger. Ce serait un suicide pour la Malaisie, d'où, je pense, la grande tolérance de l'État islamique vis-à-vis des populations non musulmanes habitant sur le territoire. Donc du coup, les non-musulmans sont à peu près libres de faire tout ce qu'ils veulent en Malaisie. Voilà, c'est pas, pardon, on n'est pas au Pakistan ou en Arabie Saoudite, hein, ça n'a vraiment rien à voir. Et puis il n'y a pas que les Chinois à Kuala Lumpur, il y a aussi de nombreux Indiens, il y a pas mal de Philippins, des Thaïlandais, des Occidentaux évidemment, et aussi des Iraniens. D'ailleurs, c'est parce que j'ai rencontré une Iranienne, c'est en partie la raison pour laquelle je suis resté longtemps à Kuala Lumpur, mais ça, c'est une autre histoire. Donc justement, on peut parler des Iraniens vite fait, parce que leur cas est intéressant, surtout en Malaisie. Alors, il faut savoir que les Iraniens, ils sont quasi coincés dans leur pays, quoi. Alors pourquoi? À cause de l'embargo, de ce putain d'embargo, ouais, que leur imposent les États-Unis et tous leurs amis sous-fifres, dont la France fait malheureusement partie. Donc les Iraniens, avec leur passeport de merde, c'est pas leur faute, hein, sont blacklistés dans 90% des pays du monde. Donc en gros, ils peuvent pas bouger, même pour partir en vacances, et c'est l'enfer, quoi. Et dans les rares cas où on leur accorde un visa, il aura fallu passer des heures à l'ambassade, être convoqué à droite, à gauche, se faire fouiller et passer, à la question à la douane, donc c'est l'enfer. Alors, le régime iranien, on en pense qu'on veut. J'ai un avis, ouais, pas vraiment tranché, mais oui, d'après ce qu'on m'en a dit, et je parle d'Iranien, ouais, c'est pas terrible, hein, donc c'est assez totalitaire, c'est assez intolérant, et donc on peut condamner le régime iranien sur de nombreux points, je suis d'accord. Par contre, l'embargo est quelque chose que je trouve de scandaleux. Pourquoi? Parce qu'en fait, on mélange, c'est toujours pareil les embargos, hein, même avec la Corée du Nord, c'est qu'on mélange population et gouvernement. Donc, en condamnant le gouvernement, en le sanctionnant, finalement, on sanctionne des populations qui finalement sont prises en otage et qui n'y sont pour rien. En fait, imagine, c'est comme si en France, demain, les États-Unis mettent un embargo sur nous parce qu'ils aiment pas Macron, imaginons, et ils vont mettre l'embargo, refuser par exemple des visas à des gilets jaunes en leur disant non, vous êtes macroniste. Ou alors, si on remonte à l'époque de Sarkozy, refuser un visa à des gens qui se disent d'extrême gauche ou mélenchonistes parce qu'ils seraient sarkozystes, parce que c'est le pouvoir en place. Ça n'a aucun sens, c'est complètement stupide. Bref, donc, si la Malaisie, y a pas mal d'Iraniens qui viennent, c'est tout simplement parce que c'est un des seuls pays au monde, hormis des pays un peu folkloriques. Enfin, quand je dis folklorique, c'est un peu péjoratif, mais bon, voilà, je parle peut-être de Pakistan, Afghanistan, Corée du Nord, folkloriste dans le sens que personne ne veut aller immigrer là-bas, quoi. Bref. Et donc voilà, la Malaisie, qui est un pays normal, normal, qu'est-ce que la normalité? En tout cas, un pays très bien pour travailler, ceux qui veulent se bouger le cul, quoi, et un pays tolérant. Donc évidemment, tous les Iraniens qui veulent bouger, se tournent vers la Malaisie, parce que la Malaisie leur donne un visa assez facilement. Donc ce qui m'a fait rester en Malaisie, hormis cette fille, c'est aussi ce mélange culturel, racial, religieux, tout ce que tu veux. Parce que ce qu'il y a de surprenant en Malaisie, surtout à Kuala Lumpur, c'est que cette mixité, en fait, elle est positive. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux pays, par exemple, où tu vois que la mixité entraîne de nombreuses tensions, des violences, des émeutes, des revendications virulentes. Alors, on a ça dans certaines parties de la France, on a ça encore plus extrême en Afrique du Sud, affrontements blancs et noirs, on a le Brésil, pareil, avec les Indiens, les Européens et les Noirs. Après, les États-Unis, c'est encore un autre débat, mais voilà. La Malaisie, par contre, eux, ils ont réussi à rassembler des communautés qui n'ont rien à voir. Alors, ethnie, religion, tout est différent, mais ils vivent globalement dans une paix. Alors, pourquoi la paix? Je pense que c'est parce que ce sont des gens très intelligents. Et enfin, le système malaisien est intelligent, donc les gens qui viennent forcément doivent s'intégrer à cette intelligence, entre guillemets. Et ici, l'intérêt commun et donc l'intérêt économique prévaut sur les querelles d'ordre religieux ou communautaire. Voilà, les gens sont pas cons, hein, le système est très intelligent, donc c'est un exemple à suivre. Alors, ce que j'ai vraiment aimé à Kuala Lumpur aussi, c'est qu'en plus de rencontrer des gens venant d'horizons vraiment divers, en fait, il y en a beaucoup, une proportion quand même assez élevée de gens, de femmes. Alors, je dis de femmes parce que je rencontre plus de femmes que d'hommes, vu que je suis un homme et que je suis hétéro, forcément. Donc, beaucoup de femmes, et d'hommes évidemment, sont très éduqués, cultivés, intéressants. Et malheureusement, c'est pas le cas partout dans le monde, car il y a beaucoup d'endroits sur la planète, notamment dans ce qu'on appelle le tiers-monde, même si je l'ai déjà dit, je n'aime pas ce terme. Mais bon, c'est le terme que comprendra tout le monde. Dans beaucoup de ces pays, il y a une absence d'éducation, il y a une propagande parfois politico-religieuse extrême, et puis
une grande pauvreté qui finalement condamne la majorité des gens à rester dans l'ignorance. Et donc si tu es ignorant, tu n'as pas d'éducation, tu n'es pas intéressant, voilà, tu es limité, quoi. C'est pas ta faute, hein, je blâme personne, mais c'est comme ça. Donc à Kuala Lumpur, et même les femmes justement sont très modernes et j'ai eu l'occasion de discuter avec des musulmanes aussi, des musulmanes locales, donc des malaisiennes, quoi, des locales. Ah ben, la plupart, elles sont libérales, elles sont indépendantes financièrement. On est vraiment loin du cliché de la saoudienne soumise, par exemple, quoi. Hein. Donc, comme quoi, justement, pour casser un autre cliché, on peut avoir un État islamique, mais en même temps tolérant et ouvert. Voilà. La Malaisie est un parfait exemple. Et puis, surtout, à Kuala Lumpur, autre paradoxe, qui est enfin rigolo, c'est que pour un État se revendiquant islamique, on retrouve quand même de l'alcool partout. Alors si tu vas dans le quartier central qui est Bukit Bintang, ou alors là tu as tout, ça regorge de bars, de restos, de pubs, de centres commerciaux immenses et modernes. Alors là, tu vas manger tout ce que tu veux et en très très bonne qualité. Tu trouves tout. Chinois, thaï, malais, français, espagnol, indien, italien, iranien, libanais, mexicain, tout ce que tu veux. Même du vin, tu as de l'excellent vin de qualité. Le choix est immense. Alors c'est vraiment super, quoi. Bon, moi, ça me manque Kuala Lumpur pour ça, parce que comparé à d'autres villes asiatiques, bon là, par exemple, au Vietnam, c'est un peu limité, quoi. Franchement, c'est chicken noodles à tous les repas quasiment, quoi. Il y a pas trop de variété, quoi. Mais par contre, Kuala Lumpur, toute cette variété, elle a une contrepartie, c'est le prix. Et ouais, les plaisirs ne sont pas gratuits dans la capitale malaisienne. Si tu veux un très bon resto, alors très bon, oui, un bon resto qui propose des spécialités étrangères, comme française par exemple ou espagnole, ça va coûter bonbon, quoi. Les prix vont quand même être proches de ceux que l'on connaît en France. Alors pour l'alcool, n'en parlons pas, catastrophe. Une bière à Kuala Lumpur, ça coûte plus cher que chez nous. Et ouais, plus cher que chez nous. On est en Asie et ça coûte plus cher que chez nous. Même si tu l'achètes au mini-market du coin, c'est pareil, c'est 2-3 euros la canette, quoi. Hallucinant. Et de la bière dégueulasse en plus. Hein. Bon, alors oui, évidemment, ok, faut pas exagérer non plus. L'islam malaisien est tolérant, mais il faut en payer le prix. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils ont foutu des taxes sur les boissons alcoolisées, des taxes très très élevées. D'une part, alors j'imagine, hein, toujours pareil, pour enflouer les caisses de l'État. Tout le monde fait pareil dans tous les pays du monde. Et deuxièmement, ça par contre, on me l'a confirmé, les locaux me l'ont confirmé, c'est pour dissuader les musulmans locaux et notamment les classes les plus pauvres, quand même si Kehl est une ville hyper développée et moderne, il y a quand même son lot de pauvres et c'est principalement des locaux. Qui sont donc musulmans, voilà, c'est d'éviter de les dissuader en fait de succomber à l'appel du shaitan. Voilà, en gros c'est ça. Bref, tout n'est pas parfait à Kuala Lumpur. Ou petit point, alors négatif vite fait, c'est la chaleur, quoi. Alors si tu supportes pas la chaleur ou si tu es malade, ça va être un peu compliqué d'habiter là-bas. Je te le déconseille. Ça peut être vraiment très très suffocant. Hein. Ça peut être pire que Bombay ou Bangkok parfois. Donc si tu connais ces villes, t'imagines un peu ce que ça donne. Hein. Mais voilà, j'ai rencontré des gens super, des gens que j'oublierai jamais. Et puis surtout, j'ai pu consoler mes chagrins d'amour dans le bon vin et la bonne cuisine européenne. Parce que ouais, la cuisine européenne, c'est important, même en Asie. Allez, ciao, ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast un peu spécial. J'en referai d'autres comme ça si ça vous intéresse, sur les différents endroits, sur les rencontres que j'ai faites, les expériences de mon voyage. Et puis voilà. Je vous dis à demain. N'oublie pas de mettre un com important. Voilà, mets un com vraiment si toi aussi tu connais Kuala Lumpur. Ça m'intéresse d'avoir ton avis. Et n'oublie pas de t'abonner. Ciao, ciao, à demain.